Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Message à caractère informatique. C'est l'épisode numéro 100. Et comme notre audience à qui je viens de défoncer gentiment les oreilles s'en rend compte, c'est un épisode qui a lieu en public. Alors bon, c'est l'épisode qu'on a décidé d'appeler numéro 100, sauf qu'en fait, on a cramé un épisode en cours de route. Et donc en fait, il y a un épisode qui a été intégralement enregistré du Mans à Brest, sur lequel on pouvait entendre... Et donc en fait, en vrai, il n'y a pas, on va dire que c'est le 100e parce qu'on a décidé que c'était le 100e. Et donc, on est très content de tous vous recevoir. Message à caractère informatique, c'est le podcast fait par l'équipe de Clever Cloud avec des invités multiples et variés au fur et à mesure des années. Et c'est un podcast qu'on a créé au début avec Laurent Dauguin qui à l'époque travaillait chez Clever. C'est un podcast qu'on a créé en disant, on a souvent des discussions technologiques chez Clever qui expliquent notre positionnement technologique est souvent un peu orthogonal au reste du marché. Et en fait, personne ne comprend nos positionnements. Donc, on n'a qu'à le faire en public. Peut-être qu'il y a des gens qui comprendront pourquoi on le fait et dans quel sens. Et depuis, vous êtes assez nombreux à nous suivre en permanence et je vous remercie pour ça, même si parfois on n'enregistre pas parce qu'on est à la bourre, même si parfois le son est dégueulasse parce qu'il faut qu'on commande plus de micros et que je ne savais pas qu'en fait il y avait une fonction dans macOS 10 qui rend le son dégueulasse parce qu'il cherche à isoler des trucs, des machins. Mais voilà. Même si tout ça, vous nous continuez à nous suivre et ça nous fait très plaisir et je vous remercie énormément et j'espère qu'on est toujours là pour ça et donc on va tous passer ensemble une très bonne soirée. Merci encore. Et donc là, on est tous en live sur Twitch en même temps. Donc c'est la première fois qu'on le fait en live sur Twitch. Je rappelle que cette année, on a aussi lancé un Twitch chez Clever qui vous apprend essentiellement à coder en Rust, mais également à utiliser les biscuits, qui est un super format d'autorisation open source. Et donc on va continuer à pousser de plus en plus de contenu là-dessus et continuer à créer du contenu technologique pour l'ensemble des gens qui nous regardent. Ce que je vous propose d'abord, c'est de savoir si tout le monde dans la salle connaît Message à caractère informatique ou est juste venu pour nous faire plaisir. Qui connaît Message à caractère informatique? Qui ne connaît pas, ce sera plus simple. Ah si, il y a quand même des gens qui sont venus parce qu'il y avait de la lumière, c'est une bonne chose. Donc l'épisode est spécial. On va avoir d'abord une partie news et ensuite on va avoir une partie rétrospective 2044-2025 avec plein d'invités en fait géniaux et différents. La seconde chose, c'est que pour la première fois, vous allez pouvoir interagir dans l'épisode en live, que ce soit sur Twitch ou que ce soit en live. Donc là, vous avez tous un QR code qui s'affiche. Et donc là, en fait, on va vous envoyer du questionnaire en même temps. Donc vous pouvez flasher ce QR code là et récupérer accès. Et sur Twitch, on vous a mis le lien directement dans le talk. Et donc on a quelqu'un qui sera la porte-parole également des gens du Twitch qui sera en live, qui est Karine, qui en fait maîtrise le réseau et qui pourra intervenir à tout moment. Donc je sais pas si tout le monde a réussi à avoir le lien. Oui, ça se passe bien, ça se passe mal, je continue à meubler. Non, je ne continue pas à meubler. Et tout de suite, nous partons donc au lancement du massif qui parle des news. Et je vous présente tout de suite nos deux invités immédiats. Nous avons tout d'abord Nida Léger. Bonjour Nida. Bonjour. Bonjour Quentin. J'espère que tu vas bien. Nida qui est déjà venue dans un de nos épisodes. Est-ce que tout le monde a écouté l'épisode de Nida? Oui. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Donc on a fait revenir Nida et nous avons également Mathieu Ancelin. Bonjour Mathieu. Bonjour Quentin, bonsoir tout le monde. Merci à tous les deux d'être là. Donc Mathieu, que fais-tu dans la vie? Alors moi je suis... alors il faudrait que je mette le micro, voilà comme ça. Donc moi je suis développeur chez Serly, donc c'est une ESN à Poitiers. Et sinon dans la vie de tous les jours, j'ai monté une boîte qui s'appelle Cloudapim et dans lequel je fais du Autoroshi as a service. Donc Autoroshi c'est un reverse proxy open source que j'ai créé et dont je suis le lead dev. Et donc voilà, c'est un peu tout ça que je fais dans ma vie. Et donc on précise qu'on a souvent travaillé ensemble sur des projets open source et que Mathieu est un développeur extrêmement talentueux dans tout ce qui a trait à la JVM notamment. Tout à fait. Voilà. Et qu'il a la malchance de vivre entre Poitiers et Niort. Tout à fait, mais bon, que veux-tu?
Ok. Nida, de ton côté, que fais-tu en ce moment? Moi, en ce moment, je travaille pour moi-même. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Donc, moi, je suis admin système et réseau. Donc, je travaille essentiellement sur des hyperviseurs type VMware et puis des infrastructures Citrix pour partager des bureaux distants pour les utilisateurs. En fait, Nida teste absolument toutes les versions d'OS et d'hyperviseurs qui sortent. Et après, on a des canaux communs sur des télégrammes qu'on ne citera pas, qui parlent à la fois de raclette et d'hypervision. On peut dire les choses comme ça. Bon, je vous propose qu'on commence tout de suite à enchaîner sur les news. D'abord, première news, Nida, tu nous parles d'un bourbier chez VMware. Est-ce que tu peux nous expliquer cette option? Bon, je sais pas si dans la salle beaucoup font de la virtualisation en entreprise. Donc VMware, pour ceux qui ne seraient pas au courant, a été racheté par Broadcom, je sais plus la somme. Et depuis... Broadcom, énorme entreprise d'électronique qui fait notamment beaucoup des chipsets réseau. C'est-à-dire que vous les connaissez pas, mais vous avez nécessairement la moitié des devices de la salle qui en fait ont des puces Broadcom dans leurs pièces. Hein. Donc c'est vraiment une énorme société, quoi. C'est ça se permet de racheter VMware pour le dîner, quoi. Enfin, et donc ce rachat a créé beaucoup de polémiques parce que c'était Broadcom. Parce que beaucoup de choses ne sont pas très nettes pour certains. Donc VMware a été redispatché en 4 identités différentes au niveau business. On n'entend pas assez apparemment. Et là, la semaine dernière, on a eu un début d'inquiétude sur la partie revente des licences VMware. Et c'est un flou total parce que beaucoup de partenaires historiques de VMware ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à vendre ou non des licences. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les licences VMware avant, on pouvait les avoir à vie. Les licences, maintenant, ce sera un abonnement. Ce qui change aussi beaucoup la donne. Et donc, on est beaucoup à se poser la question de savoir si on va rester sur VMware ou passer sur des infrastructures libres, open source, de style Proxmox, c'est le premier nom qui revient. Pour le côté souverain franco-français, je dirais XCP-NG, Xenorchestra, peut-être aussi qui fait quand même la majorité de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Hein. XDP-NG, c'est une boîte qui fait énormément de chiffre d'affaires aux États-Unis. Enfin, Vates, hein, qui est la boîte qui est derrière XDP-NG. À Grenoble. Et donc, on a beaucoup d'inquiétudes. Partenaire avec nous dans le projet Renaissance. Ah, point, c'est vrai. On fait non, on travaille. Hein. On est quelques. Il y a 2 boîtes qui font de la virtualisation en France. On a quand même fait des projets collaboratifs. Et donc, on a toute cette inquiétude. Pour le moment, personne a de vision sur comment va évoluer VMware en termes de vente. Les prix, on sait que de toute façon, on va se faire allumer, donc c'est pas très grave. Oui, sachant que c'était déjà très cher. Oui. Et donc là, on est dans une zone de flou total sur tout l'écosystème. Et certains parlent réellement de quitter VMware pour des raisons de coût. D'autres se posent vraiment la question est-ce que Broadcom ne va pas tuer VMware? Pour aller un peu plus loin, c'est un peu radical. Et donc, il y a beaucoup d'agitation dans les entreprises. Pour toutes les entreprises qui sont en train de renouveler justement leur licence, c'est un vrai sujet. Parce que c'est compliqué et on ne change pas de solution technique du jour au lendemain. Ça prend des mois, voire des années. Il y a surtout un gros paquet de boîtes qui ont un gros legacy là-dessus. Je sais pas, toi, t'en as entendu parler de cette affaire-là, Mathieu? Ça n'a pas encore hit la partie dev. J'ai pas spécialement eu vent. Après, en plus, VMware, c'est pas le truc que j'utilise au quotidien. Disons que je l'utilise de manière sûrement cachée quelque part, mais c'est pas un truc que dans la zone on-prem, dans les boîtes dans lesquelles tu bosses. Sûrement, ouais. Voire même, c'est certain. Je te le confirme. Ouais. Mais du coup, moi, ça me fait un peu penser quand Oracle avait racheté Sun. Il y avait des mêmes angoisses, et pour finir, ça s'est pas si mal mis que ça. Hein. Ouais, ça s'est pas si mal fait. Ouais, finalement, après, ils ont tout relâché un peu à tout le monde. Mais ouais, finalement, ça s'est pas si mal fini que ça.
Et c'est toujours eux qui possèdent Spring et tout ça, VMware ou, Oui. Alors, Ah, d'accord. il se trouve que VMware possédait Spring. Alors, chez Spring Source, c'est un peu la panique. Ouais. Parce que c'est un petit peu le sous-ensemble du sous-ensemble du sous-ensemble, tu vois. Et un peu, la situation est un petit peu genre, oui, ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Et la situation, enfin, tu vois, la dernière fois que j'ai vu des employés Spring Source, ils me disaient, bon, on sait pas encore si on a un boulot la semaine prochaine, quoi. Intéressant. Et ils sont vraiment tout à fait paniqués. Certains parlent du fait que Spring Source va être spin-outé en compagnie identique. En fait, l'idée, c'est que VMware arrive dans un moment où ils vont devenir, tu vois, un peu du software âgé. Tu vois, le D'accord. truc où, en fait, tu te fais bouffer par un énorme groupe qui va faire dans la rentabilité maximale du truc et en avant gagnant, quoi. Et je pense on a affaire, tu vois, vraiment à ce moment-là de la vie du truc où en fait ça change en permanence, quoi. Voilà. Je sais pas si du coup il y a prévu une interaction avec la salle sur chaque news ou pas. Ce sera à la fin de votre. On- On fera un moment de questions-réponses. Ok, ça marche. Du coup, toujours dans les rachats, l'écosystème continue à se structurer. HPE a racheté Juniper, enfin a annoncé son intention d'acheter Juniper. Oui, là pour l'instant c'est juste une annonce parce que faut attendre les autorités de concurrence pour savoir si le rachat va s'effectuer ou pas. Donc dans un an, on en sera plus. Dans le monde du réseau, beaucoup. Peut-être pour expliquer rapidement aux gens, HPE, donc vous aviez Hewlett Packard qui a été découpé en deux. D'un côté, HP qui fait le consumer électronique, les imprimantes, les scanners, les laptops, et de l'autre côté, HP Enterprise qui fait globalement les serveurs, si on simplifie le truc. Et HPE donc avait une ligne réseau qu'on peut dire sans être trop désagréable que c'était pas un hit. Ça marche. Ils ont tué 3Com. Voilà, donc ils avaient acheté 3Com. Ils sont en train de tuer Aruba. Voilà, et donc là ils ont annoncé qu'ils allaient acheter Juniper. Juniper, c'est eux qui font les grosses têtes de réseau. On peut le dire comme ça, peut-être pour expliquer un peu ce qu'on appelle une tête de réseau. Juniper, faut s'imaginer que ils ont explosé en même temps que Cisco pour les backbones Internet, pour les gros routeurs qui font Internet. C'était ces deux grosses marques-là. Donc Juniper est très très présent dans des grosses infrastructures liées au réseau. Donc c'est un achat qui est très important. Et tout le monde flippe parce que effectivement d'habitude quand HPE t'achète une boîte de réseau, bah, ça finit pas super bien, quoi. Bah oui, on a eu l'exemple avec 3Com qui était, on va dire, la société phare dans les années 90, début 2000. Aruba décennie dernière. Et là, Aruba au final revend du rebadgé HP, pour faire simple. Et par contre, l'achat de Juniper a quand même il y a une plus-value qui est intéressante pour HPE. C'est que Juniper, on le trouve, ils font des équipements de téléphonie mobile. Ok. Ils font des équipements de téléphonie mobile, donc ça peut être un marché intéressant pour HPE. Et c'est surtout, leur achat a été dicté par une fonctionnalité, désolé, j'ai pas le nom pour les puristes réseau, d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un peu comme la pommade quantique, ça veut tout et rien dire. Donc, qui est une gestion intelligente du réseau, du moins une automatisation de la gestion du réseau, qui intéresse grandement HPE. Est-ce que du coup, on peut se dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une recentralisation totale de toutes les boîtes du réseau, parce qu'en fait, on a Broadcom qui se met à faire du software. On a Mellanox qui a fini chez Nvidia l'an dernier pour faire Nvidia Data Center et toute la partie B2B. On a HP qui met la main sur les gros équipementiers. On a Cisco qui pour l'instant reste indépendant, mais pour combien de temps Cisco va rester indépendant dans cette circonstance? Parce que ça va commencer à devenir compliqué. Et de l'autre côté, on a les hyperscalers qui rachètent les petits fondeurs à l'appel, comme Amazon qui rachète 3 boîtes israéliennes à l'année pour faire le graviton et compagnie. Comment est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'en fait cet écosystème-là est en train d'exploser en tant que brique de marché en fait?
Pour le moment, je reste un petit peu éloigné parce que je me pose beaucoup de questions. Cisco ne se fera pas racheter. Pour moi, c'est une certitude. Cisco est beaucoup trop gros et trop implanté à l'heure actuelle. Ils restent indépendants. Par contre, je m'inquiéterais plutôt sur d'autres acteurs comme Extreme Network, qui est pas très connu en Europe, du moins pour le grand public. Qui, pareil, il y a une division d'équipement d'intelligence artificielle, du moins de gestion du réseau intelligente. Donc, elle, il y a des chances qu'elle se fasse bouffer dans les 5 ans à venir. Ça, c'est une certitude. De toute manière, on a toujours vécu des périodes de vente et d'achat. Au niveau du matériel, les coûts sont de plus en plus élevés en fabrication puisque les finesses de gravure sont hyper importantes. Là, c'était le dernier ou avant-dernier Massive où tu avais parlé des Switch avec son propre OS. Donc, on aura toujours ces constructeurs-là qui permettront une certaine modularité et à côté, on aura des grosses structures qui vont rester sur du propriétaire comme Cisco ou HPE. Et en face, on aura des acteurs comme Mellanox. Mellanox, qui est une société qui est rachetée par HPE, qui est une société, je crois, israélienne, si je ne me trompe pas, qui est... Non, Mellanox, c'est par Nvidia que ça a été racheté. Oui, non, je veux dire, c'est une société israélienne. Oui. J'ai fait un lapsus. Ouais. J'ai interverti. Et c'est le moment où Nvidia t'a expliqué qu'ils allaient débarquer dans tous les semi-conducteurs. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont fait les cartes graphiques, qui sont devenues les cartes d'AI. Et tout le monde sait que l'an prochain, ils vont lancer Hopper, qui est un chip ARM, quoi. Oui. Ils ont déjà des chips ARM. C'est des samples. On n'est pas censé en parler. Tu n'as pas le droit d'en parler, Linda. Je sais pas d'où j'ai entendu ça. Mais donc, c'est vrai que si, Nvidia, il y a le Tegra. Oui, il y a le Tegra. Ouais. Il y a le Tegra, voilà, pour faire simple. Le processeur de la Switch, Nintendo Switch. Toi, Mathieu, comment tu vois l'arrivée de ces différents chipsets? Parce que tu fais quand même un reverse proxy au quotidien, c'est aussi du network. Ouais, mais c'est quelque chose où je suis quand même très éloigné parce que je fais certes un reverse proxy, mais au-dessus de la JVM, donc c'est un truc où je suis un peu loin. Après, j'imagine qu'il y a des choses assez intéressantes à faire en termes d'optimisation directe, mais a priori, c'est des choses que vous faites, vous, chez vous. J'ai cru entendre ça dans un Massy il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est ce que j'explique toujours aux gens. Les gens me disent, mais pourquoi vous faites chier à faire des optimisations directes? En fait, tu fais des optimisations directes si tu peux gagner de la marge sur un gros volume. Gagner 10 points de marge sur X équipements, à chacun 6 000 euros, en fait, quand à chaque fois tu gagnes 600 euros, t'as vite payé les journées de tes développeurs, en fait. T'as 60 équipements à 6 000 euros, tu gagnes 10% dessus, ça fait un peu d'argent, quoi. Et par ailleurs, ça fait gagner de l'électricité, de la consommation, t'en produis moins, c'est écolo, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et puis, c'est la beauté de l'industrialisation informatique, c'est quelque chose d'un peu propre, c'est ça, en fait, qu'on cherche. Et moi, je pense que par ailleurs, et c'est notamment quelque chose, et je le dis en hommage à notre futur invité, que j'ai beaucoup vu quand j'ai fait Maker, c'est qu'en fait, l'industrie informatique, ça n'est jamais qu'une longue chaîne industrielle. Et en fait, on n'est jamais que des constructeurs de firmware, de machines. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de développeurs ont complètement perdu la notion de l'électronique qui tourne underneath. Et je pense que c'est un point qui est important, ce qui me permet de transitionner très facilement vers la news suivante, sur laquelle, là, tu auras peut-être un peu plus de lignes. Arduino nous sort un nouveau modèle. En fait, Arduino... Dans la salle, vous voyez ce que c'est, un Arduino, je présume? Non, c'est bon. Non, c'est une carte contrôleur pour bidouiller. On va faire simple. C'est des petits microcontrôleurs qui permettent de faire des applications industrielles. Et la première fois que l'Arduino est sorti, c'était pas cher, c'était standard, c'était simple. Voilà. L'Arduino, c'est ce qui a permis de faire le tout premier Maker qui tournait sur Arduino. Après, on avait plein de problèmes de stabilité dans l'Arduino, donc on est passé sur du ST microélectronique, qui est un vrai truc industriel. Mais c'est tous les bidouilleurs du monde ont au moins un Arduino qui traîne quelque part. Ça coûte $2 et ça fait pas chier, quoi.
Et donc, Arduino sort une nouvelle carte. Donc ils avaient déjà sorti une nouvelle. Je bégaye, désolé. Ils ont sorti des cartes avec l'architecture RISC-V en 32 bits. Et il y avait un problème, c'est que leur IDE ne permettait pas d'envoyer le code à la carte. Il fallait faire directement en C sur la carte. Donc ce qui est un petit peu compliqué. Et maintenant, l'IDE d'Arduino permet de coder directement via l'IDE et d'injecter sur les cartes Arduino en RISC-V, ce qui permet de simplifier la vie de beaucoup de développeurs. Ce qui est un petit plus non négligeable. Et une avancée pour RISC-V. RISC-V, qui est l'architecture dans laquelle tout le monde est hyper excité parce qu'elle est complètement open source et que tout le monde se pose la question de si c'est ARM ou RISC-V qui gagnera la guerre, et personne ne pense à i386 mais qui est toujours là et qui finira certainement par encore nous surprendre, même si là en ce moment c'est vrai que ça a pas du tout la cote, et tous les serveurs tournent quand même avec, donc tu vois, il faut quand même être clair. Et les switches. Et les switches. Enfin, les switches, ils tournent quand même sur un gros ASIC, quoi. Oui, mais je veux dire, la partie administration, c'est un x86 maintenant. Ouais, en général, c'est un vieux VIA tout pété. Ah non, il y a AMD a sorti un nouvel EPIC spécial Switch. Ah ouais? Ouais. Ah, j'avais pas suivi ça. Donc voilà, on réinvite David et Nida, si vous voulez, quand vous voulez, pour que les entende s'envoyer des noms de processeurs à la tronche pendant tout un épisode, si ça vous chauffe. Si on monte dans la stack, le cloud, Mathieu, tu as une news à nous proposer? Ouais, tout à fait. Ben, c'est un article de DHH, donc le CTO de 37 Signals, donc qui du coup relaie une news de chez Google Cloud, en gros, qui annonce qu'ils allaient couper les frais d'égresse de leur cloud. Donc en gros, si vous avez des datas chez Google Cloud et que vous voulez sortir de Google Cloud, ça va plus vous coûter un bras de balancer vos données ailleurs. A priori, ça va être gratos. Uniquement si tu actives la clause d'exit. T'as toujours des egress fees, Ok, super. mais c'est si tu veux te tirer de chez Google, D'accord. tu pourras te Oui, d'accord. tirer sans que ça te coûte un bras. Et en fait, ils font ça Oui, mais c'est pour choper du en client. anticipation. Alors, les mauvaises langues du marché te Non, diraient, c'est sûr. pour qu'un client quitte Google Cloud, faudrait qu'il y ait des clients sur Google Cloud. L'autre truc, c'est qu'en fait, il y a des lois que certains ont lutté pour faire passer en Europe, je ne sais pas qui, pour dire, il y a peut-être un problème de lock-in, où en fait, tu te retrouves à ne pas pouvoir sortir tes données parce qu'elles te coûtent trop cher. Donc en fait, on est en train de faire passer un certain nombre de lois, et donc Google, qui en fait est celui qui prend le moins le risque à le faire, dit « Ah non, vous n'avez pas besoin de faire passer la loi, on le fait tout seul sans que vous nous obligiez à le faire. » Sous-entendu, oui, mais on aimerait bien que ça soit pas dans la loi. Donc en fait, c'est comme d'habitude Google qui te dit on est quand même les mecs sympas, alors qu'on les a recondamnés. Enfin, on a encore dit une fois de plus que l'amende sur Google Shopping, il a devé. Ça fait 14 ans qu'on attend le pognon, voilà. Et Google ne paye toujours pas. Mais tout va bien, sinon c'est des gens honnêtes et qui ne perdent jamais un procès, hein, bien sûr. Je précise que tous les procès qu'on a fait contre Google à l'Open Internet Project, sans aucune exception, on les a tous gagnés. C'est-à-dire que c'est jamais des gens qui respectent la loi. À chaque fois, on doit être quand même sur 10 ou 15 procès, hein. À chaque fois, ils se font condamner. Donc ils ne respectent jamais la loi. Mais vous pouvez les choisir comme partenaires commerciaux, ce sont des gens géniaux. Toi, quand tu vois Google couper les egress fees, ça te donne envie de les avoir comme clients ou pas? Non, pas spécialement. C'était juste, je trouvais ça assez étrange parce que c'est quand même une stratégie qu'elle a depuis. Enfin, tout le monde le fait, sauf certains clouders. Nantais. Voilà, par exemple. Et du coup, je trouvais ça assez. Mais effectivement, au vu de ce que tu dis, c'est vrai que. En gros, c'est juste qu'ils font ça en avance de phase, histoire de faire les En fait, nice guys, quoi. ils le font pour le faire devant Microsoft et Amazon, Ouais, pour c'est essayer de taper un ou deux contrats en speed et essayer d'éviter que la loi soit trop dure avec eux. Après, je continue à penser qu'à un moment, la clause de réversibilité, c'était un standard de tous les contrats d'infrastructure. Et là, je me tourne vers Nida, on est d'accord que chez tous les infogéreurs et tous les hébergeurs, tu as toujours eu une clause de réversibilité, payante ou non, qui te permettait de sortir. Et en fait, le cloud computing a détruit cette clause-là. Ouais. En fait, tu n'en avais pas et c'était genre, bah, t'es pour nous, t'es chez nous forever, quoi.
Autre news, Mathieu, tu me fais très plaisir. Du coup, c'est un article de The New Stack, je crois, ouais, qui parle en fait d'utiliser Wasm comme pièce maîtresse de l'OS en fait, donc WebAssembly dans l'OS. Qui connaît WebAssembly dans la salle? Si vous écoutez, Qui pense que WebAssembly c'est le turfu? Ah, ça va, on est bien. Steven, t'as pas levé la main? Je n'y crois pas. C'est pour ça. Ouais, du coup, en gros, l'idée, c'est de repenser un peu l'OS en essayant de balayer les 50 années comment dire, de legacy qu'on a sur POSIX et des choses comme ça, et d'essayer d'utiliser des choses comme les WASM components où on va pouvoir faire un système modulaire avec des imports, exports, etc. Et d'utiliser ça au cœur de l'OS pour essayer d'avoir une nouvelle abstraction et de faire des choses un peu plus... où on va pouvoir coder des choses en plusieurs langages et d'avoir quelque chose de performant, de sandboxé, etc., etc. J'ai discuté récemment avec un ingénieur en operating system qui me disait qu'il réfléchissait à l'idée d'intégrer du WebAssembly comme en kernel land, Ouais. pour faire du sandbox kernel land de certaines choses pour éviter de repasser en userland et de se taper des switch contexte et d'écrire du coup des morceaux de kernel comme ça. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, c'est bon. Après, vous savez tous que chez Clever, on lance un function as a service en WebAssembly. On va pas vous dire que ça sert à rien, mais fondamentalement, on croit vachement en cette version-là. Et WebAssembly est en train effectivement de démontrer ces changements et des choses. Il y a une démo dont on a parlé aussi il y a pas longtemps, qui était très cool, où il y a des gens qui transformaient n'importe quel Docker image en WebAssembly. Ça faisait un WebAssembly bien fat, bien dégueulasse, bien pas optimisé, mais ça te permet d'exécuter dans un contexte WebAssembly un truc qui fondamentalement ne devrait pas s'exécuter dans ce contexte-là. Et donc c'est hyper pratique et c'est effectivement... ouais, ça sert de WASIX. Ouais. Donc voilà, je sais pas si toi ça te parle, Nida, WebAssembly. WebAssembly, je connais de nom. Je connais de nom. Après, j'ai lu vite fait l'article. Mais j'ai du mal encore à voir les imbrications que ça pourra avoir, moi, de mon côté. Dans ma vie de tous les jours. Ben, on va encore plus poncer l'OS et il y aura de moins en moins d'implications dans l'OS et de plus en plus ça va se passer dans une stack au-dessus, quoi. Mais est-ce que ça remplacera les hyperviseurs classiques? Alors, oui et non, dans le sens où, en fait, ton hyperviseur, comme je l'explique souvent, l'hypervision, c'est pas ce que les gens croient. C'est pas mettre un PC dans un PC. L'hypervision, en fait, c'est un SDK d'isolation de processus au sein du processeur qui permet une réelle isolation des exécutions et des process. Et en fait, ce qu'on fait, par exemple, chez Clever, c'est un function as a service où, en fait, on boot une machine virtuelle qui exécute du WebAssembly. Mais du coup, l'OS qui est dedans, c'est même plus un Linux, c'est même plus un Unix, c'est d'ailleurs même pas un système POSIX. C'est juste un machin qui exécute du WebAssembly et qui ne sait pas fonctionner autrement que dans un hyperviseur. Il n'y a pas de driver ni rien, machin. Il ne sait fonctionner que dans le cadre d'un hyperviseur. Et en fait, il se sert juste du SDK que sont les VMX pour faire le boulot. Donc en fait, si tu veux, tu vas avoir ça. Après, tu vas pouvoir utiliser WebAssembly surtout dans un contexte du web. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est assez low level comme truc, ça te permet de prendre du code que moi j'appelle patrimonial, donc des vieux morceaux de code où ça fait 30 ans qu'on écrit du C++ dans ces morceaux de code-là, et de le compiler vers WebAssembly et de le récupérer du coup dans ton JavaScript où avant tu ne pouvais pas le faire. Et c'est comme ça que le Unreal marche par exemple dans le web, en WebGL. Et en fait, je pense que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que ce truc-là, il faut le prendre comme un lingua franca qu'on va utiliser dans plein de cas. Et en fait, ça va être simple. C'est un peu le compile once, run everywhere de Java, mais qui va peut-être marcher parce que pas gaulé pareil. Ça marche aussi parce que pour l'instant, il n'y a pas de garbage collector dans WebAssembly. Le garbage collector va arriver dans WebAssembly. Et là, ça va peut-être dérailler. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là que ça part en cacahuète. Et je vois que tu as fait également un article, Mathieu, sur le futur de Scala. C'est pas moi qui l'ai fait, mais... Non, on a une proposition de là. Ouais, du coup, c'est un article sur le futur de Scala écrit par, alors désolé pour la prononciation, Alexandru Nedelescu. Donc c'est le créateur de Monix, un contributeur de Cats Effect. Donc alors moi, Scala, c'est un langage que j'adore.
et que j'utilise au quotidien, notamment sur Autoroshi, sur plein d'autres projets. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, je sais pas pourquoi. Et donc ouais, l'article c'est donc un gars qui raconte un peu son histoire dans le monde de la tech et qui essaye de faire des parallèles avec ce qui est devenu Scala. Et du coup, il parle un peu de l'explosion de la bulle des dot-com à l'époque et des layoffs qu'il y a eu cette année, etc. Et des gens qui, à l'époque, avaient peur que, comme ils faisaient du Java, ils allaient plus avoir de travail et que finalement, ça s'est bien passé, à mettre en parallèle avec les gens qui font... En fait, il y a eu Scala qui a sorti une version 3 il y a 2 ans, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'y mettre parce que c'est un peu comme Python 2 versus Python 3, quoi. C'est un peu un gros éclatement. Pour ceux qui savent pas, la migration de Python 2 et Python 3 était définie comme étant compliquée quand j'étais en école d'ingé. Il y a malheureusement assez longtemps maintenant, hein, je rajeunis pas. Et donc la migration Python 2, Python 3, ça fait au bas mot 15 à 20 ans qu'on est sur l'affaire et qu'elle est pas faite. Donc en fait, globalement aujourd'hui dans le monde, vous avez 2 langages, un qui s'appelle Python 2, l'autre qui s'appelle Python 3, quoi. Et en fait, on n'a jamais été foutu de réconcilier les deux parce que le saut entre les deux était trop grand. Et je pense que ça a été une vraie erreur. Et c'est vrai que Scala 3 qui sort face à Scala 2, le saut pique un peu. Il y a un peu de ça, effectivement. Et donc là, l'auteur essaye un peu de prendre du recul et de dire, au final, dans Python, ça a mis du temps, mais ça commence éventuellement à se faire, avec tous les guillemets qui vont bien. Et que, il faut, au lieu de râler, etc., faut peut-être essayer justement d'être constructif sur le sujet et d'essayer d'aller dans le futur, on va dire. Sachant que Scala 3 reste un langage plutôt bien, voire même plutôt très cool. Et que il faut essayer d'aller de l'avant et d'être plutôt positif sur le sujet et de faire en sorte que ça se passe mieux que dans le cas de Python. Alors nous, on est en pleine migration entre Scala 2 et Scala 3 chez Clever. Donc les gens qui la font chez Clever vont me dire que c'est affreux, que c'est horrible, que machin, mais ça se passe pas si mal en fait, moi je trouve, de ce que je vois. Alors oui, il y a des libs, oui, mais en fait c'est comme d'hab, quand tu fais ce genre de truc, tu dois tirer la moitié de la communauté. Donc le truc c'est que t'as la lib XYZ dont tu te sers, où en fait les mainteneurs n'en ont rien à tamponner de faire la migration, et donc ils l'ont pas faite. Donc c'est à toi de te la taper. Et comme en fait on est dans les premiers à se taper la migration, évidemment, on est les premiers à se la taper, c'est pénible. Mais c'est aussi ça qui fait que la communauté va suivre. Et parfois, il vaut mieux être les gens qui vont devant, et voilà. Et si tout le monde attend que tout le monde bouge, personne ne bouge. Donc, c'est ça, exactement. Donc voilà. Après, moi, je sais qu'il y a beaucoup de dépression en ce moment sur l'écosystème Scala, parce que c'est plus le langage chéri de la JVM. D'abord parce que Java est redevenu un langage fréquentable, depuis qu'ils font une release tous les 6 mois. Ensuite, parce que le functional programming s'est peu à peu imposé dans tous les autres langages, et que aujourd'hui Scala a des avantages sur les autres en functional programming, mais globalement les gens en sont encore à absorber la notion de lambda et de fonction de premier ordre, et donc quand on amène les types paramétriques, les gens sont là, ah non mais c'est trop compliqué. Et vous inquiétez pas, moi, c'est les fameux développeurs Kotlin qui me disaient que Scala était trop compliqué et qui venaient me voir 10 ans plus tard en me disant, mais t'as vu, on peut faire des switch cases, mais c'est génial en Kotlin. Et t'es là genre, girl, I've been waiting for you like for 10 years. Donc en fait le truc c'est oui effectivement il y a je pense qu'il y a un moment là où on n'est plus l'enfant chéri. Mais pour autant, il y a plein de gens qui s'en servent, ça fait du pognon, c'est ça qui fait tourner des systèmes bancaires. Et je pense pas qu'il y a un vrai problème. Je pense juste. Non, clairement pas. Voilà. Et puis, pour être clair, on sait tous très bien que la boîte Lightbend, qui poussait le développement de Scala, va pas très bien. Ils ont essayé de faire des trucs un peu chelous avec la licence. Mais quand Oracle a racheté Java, ils ont essayé de coller une licence qui disait, en fait, si tu dis Java, il faudrait donner de l'argent. Donc là, tout le monde a fait, non. Et puis c'est rentré dans l'ordre. Ouais. Et puis voilà. Il n'y avait pas eu un procès entre Google et Oracle sur le sujet Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Google, dans Android, a dit qu'il faisait du Java. Mais c'était pas un Java. Sauf que c'était du Java un petit peu comme le Canada Dry, c'est de la bière. Tu vois. Et donc, du coup, ça posait un peu un problème d'utiliser le nom Java. Parce que
Parce que du coup, tu dis aux gens, bah, si tu fais du Java, ça va marcher, sauf qu'en fait, c'est pas du Java. Surtout que c'était encore l'époque où il y avait Java Standard Edition qui marche sur ton poste et Java Mobile Edition qui avait été fait pour les feature phone. Ah ouais. Mais qu'en fait, vaguement, les gens de chez Java essayaient de pousser sur le smartphone. Et donc, en fait, ils se sont fait plomber, si tu veux, le marché du smartphone par l'attitude délictueuse de Google, qui par ailleurs a perdu ce procès, parce qu'en fait, ils utilisaient Java à contre-nom. Mais comme souvent chez les GAFAM, ils ont utilisé le nom, ils ont fait n'importe quoi, ils ont perdu le procès, mais le marché les avait suivis parce que le temps judiciaire était trop long. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, ils utilisaient le nom sans réellement respecter la norme. Or, les conditions d'utilisation de Java, c'était de dire, tu peux dire que tu es une implémentation de Java si tu passes le TCK. Or, leur implémentation passait pas le TCK. Donc, en vrai, Google avait tort. On peut Google a dire ça souvent sur- tort quand même. Hein. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Je vois qu'on a des questions sur Twitch. Tout à fait, on a 2 questions, mais déjà on a une remarque de quelqu'un qui veut rebondir sur la partie rachat et qui dit que pour lui en fait on a un changement de paradigme, de façon de fonctionner, où les rachats deviennent plutôt une norme dans un objectif de croissance que plutôt que de faire de la croissance organique, et ça amène un changement de mindset. Sinon, on a 2 questions. Une première de Yoda BZH, aussi connu sous le nom de Tristan. Pour Python 2 et Python 3, il y a un outil qui permet de passer de l'un à l'autre. Est-ce que c'est la même chose pour Scala? Scala Alors, 2 à Scala 3. En l'occurrence, alors, il me semble qu'il y a eu pas mal de choses apportées dans Scala 2.13 pour préparer le changement. Après, je pense que ouais, il y a des tools pour dire là tu peux faire ça, mais il n'y a pas un truc qui va tout te changer d'un coup. Il y a des assistants d'aide à la Ouais. migration. Est-ce que Panda, tu veux nous parler des assistants d'aide à la migration ou... Panda ne veut pas parler des assistants d'aide à la migration, mais Il y a un peu, Tu peux amener le micro si tu souhaites. Ouais, il y a le PFL qui a fait un tool pour gérer notamment les dépendances. Ça fait une partie du chemin, mais le gros reste dans l'inconnu, on dirait. est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas pendant que je suis debout. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Twitch ou pas du tout? Est-ce que du coup on remercie nos intervenants d'être venus avant qu'on change de palanquée d'intervenants? Donc oui, c'est un épisode bizarre parce qu'on parle à la fois électronique, on parle à la fois... je voulais changer pendant ce temps-là, je voulais meubler. Merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous retrouve après pour un petit verre. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Twitch. Désolé, il n'y aura pas de petit verre en live. Mais oui, c'est un épisode particulier parce que nous avons tous les sujets en fait que vous pouvez retrouver dans Dumacy. Il y a du hardware, il y a du software, il y a de la JVM, il y a du sujet de société, il y a de l'économie. Et donc là, nous avons 3 invités qui viennent se positionner pour cette deuxième partie de l'épisode news. Et je vais donc vous les présenter les uns après les autres. Le premier, c'est Sébastien. Sébastien, présente-toi, qui es-tu? Sébastien Prunier, comme Mathieu Ancelin, je travaille chez Serly. Et Alors répète ton nom parce que je pense qu'on ne l'a pas capté. Sébastien Prunier, développeur, dans la même boîte que Mathieu Ancelin précédemment sur scène. Et je travaille quotidiennement pour une petite assurance niortaise qui s'appelle la Maïf, sur des sujets d'innovation. Voilà. Et on ne se connaît pas du tout. On n'a jamais travaillé Non, ensemble. pas du tout. Non, Clever Cloud, je n'utilise pas quotidiennement. Voilà. J'ai le plaisir également de recevoir l'illustre professeur Gouraud sur scène aujourd'hui. Professeur, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Salut Quentin, donc Pierre-Antoine Gouraud, professeur à Nantes Université, praticien hospitalier au CHU de Nantes, et je suis le chef de service de la clinique des données, un nouveau service
qui en fait s'est donné pour mission de donner une deuxième vie à l'ensemble des données produites par l'activité de soins du CHU de Nantes. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on pourrait soigner des fois les patients en regardant la data et en faisant du data mining, c'est ça? Exactement, on pourrait créer un deuxième niveau de solidarité entre les patients. Il y en a un qui passe par le fait que nous payons les uns pour les autres nos soins. Puis il y en a un deuxième qui passe par le partage des données. Et ça, c'est un niveau de, attention, solidarité. Oh! Bravo. Est-ce qu'on peut également mentionner que entre de nombreuses choses dans ta vie, tu as également créé et co-créé le projet Maker avec un certain nombre de gens présents dans cette salle? Alors, il sera difficile de nier qu'on se connaît, Quentin, ça s'entend peut-être dans la complicité de nos échanges. Et c'est vrai que au cœur de la crise Covid, j'ai co-dirigé avec toi ce projet Maker avec quelques autres visages connus que je reconnais dans l'assistance. Et on a réalisé une grande première au monde en 3 semaines. Concevoir, prototyper, développer, tester le seul respirateur open source qui a été développé par des non-experts. Et aujourd'hui, c'est un respirateur que vous pouvez acheter, notamment pour les applications pédagogiques. Et donc, on en vendra peut-être plus pour apprendre à des lycéens, des ingénieurs à développer des nouvelles machines avec le numérique en leur cœur, que peut-être ce qu'on a pu faire dans des conditions un peu hors normes au cours de la crise Covid. Et donc, il y aura un stand à la sortie où vous pourrez acheter votre respirateur en merchandising. C'est également pour moi le moment de vous souligner que même si ça ne se voit pas actuellement, les projets que nous avons dans l'open médecine avec le professeur Gouraud sont en train de bouger lentement mais sûrement. Mais on s'est embarqué dans un truc plus compliqué que prévu au démarrage. Au quotidien, moi déjà m'engueuler avec Microsoft, Google et Amazon, c'était simple. Donc j'ai décidé d'aller me taper autre chose de bien plus simple dans la vie. Est-ce qu'on dit quelles sont tes autres activités là tout de suite en ce moment? Parce que t'es stagiaire en ce moment, non? Oui, alors si tu veux, un peu comme toi, je m'embêtais un petit peu et je bénéficie de l'application d'un décret du 22 juillet 2022. Je fais attention parce que j'ai une juriste à côté de moi et je suis donc stagiaire en immersion professionnelle à temps partiel à la CNIL pour ce premier semestre 2024. En général, ça crée un blanc. Donc un vrai spécialiste de la data avec nous et un vrai spécialiste du data mining, ce qui nous amène directement à notre troisième invité, Claire. Bonsoir. Claire Levallois. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement quel est ton métier au quotidien, Claire? Donc moi je suis enseignante chercheuse en droit à IMT Atlantique sur le campus de Nantes, donc qui est l'ancienne école des mines de Nantes. Je suis arrivée le 1er octobre 2023, donc il n'y a pas longtemps, et précédemment j'étais à Télécom Paris, donc en région parisienne. Donc je suis ravie d'être ici parmi vous à Nantes, pour toutes les raisons que vous imaginez, et celles que vous n'imaginez pas. Et donc je suis surtout chercheuse en droit. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à travers des programmes de recherche et des chaires de recherche de l'Institut Mines Télécom, à travailler avec des collègues à la fois en économie sur les business models, à la fois bien sûr en technologie, puisque nous on est quand même les écoles des télécoms et les écoles des mines, donc de l'anonymisation, des technologies de cryptologie, etc. Juste peut-être, si tu me permettre, et des philosophes. Voilà, l'Institut Mines Télécom, c'est le truc qui a récupéré toutes les écoles des mines, Télécom Bretagne, sauf les mines de Paris. Sauf les mines de Paris. Télécom Bretagne, Télécom Paris, enfin, c'est une énorme structure dans laquelle vous allez retrouver TerraLab, etc. C'est une des plus grosses structures d'enseignement et de recherche en France. Que j'essaye. Ça fait combien d'étudiants? Alors là, en tout, je crois que c'est des milliers d'étudiants. Attends, j'ai mon collègue là-bas. Tu sais combien on a d'étudiants chez nous? Non. Pardon? C'est plusieurs milliers, voilà. Dizaines de milliers à ma connaissance. Oui, enfin, c'est vraiment, c'est une l'école énorme des mines de structure. Saint-Étienne, Alès, Albi, dans le Nord aussi, IMT Nord-Europe maintenant, qui s'appelle IMT Nord-Europe, et ici IMT Atlantique. Voilà, donc que les gens se représentent un petit peu la taille de cette structure-là, et notamment au quotidien, tu diriges une chaire qui s'appelle Valeurs avec un S, c'est très important. Valeurs et politique des informations personnelles. C'est une chaire que nous avons créée en 2013, inaugurée en 2013. Et la spécificité des chaires de l'Institut Mines Télécom, elles sont soutenues par des mécènes, donc par des entreprises.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un gros travail de fait dans la chaire autour du RGPD? Gros travail autour du RGPD. Moi, ma thèse que j'ai faite à Télécom Bretagne, campus de Rennes, était sur le texte précédent, une directive de 1995, appliquée au secteur des télécoms, des communications électroniques plus exactement. Ensuite est arrivé le RGPD en 2016. Donc on a beaucoup travaillé sur le RGPD en pluridisciplinaire. Parce qu'en fait, on a créé la chaire avec Yvan qui est au fond de la salle, parce que c'est né d'une frustration en ce qui me concerne, c'est-à-dire que faire une thèse en droit sur ce qui est la protection des données personnelles, ça répondait absolument pas à toutes mes questions. Et donc, on a été chercher avec Yvan d'autres disciplines pour tenter de répondre aux questions avec ces 4 disciplines, donc droit, économie, techno et philosophie, plus toute la partie bruxelloise, Yvan étant d'ADG de l'Institut Mitécom, à Bruxelles, parce que la majorité des choses se passent à Bruxelles, on va en parler en détail tout à l'heure. Alors, j'ai essayé de faire un peu de sous-texte pour les gens qui ne comprennent pas le truc. Quand on vous dit il y a des experts qui ont été consultés par la commission, par le gouvernement, etc., pour savoir quel texte on devrait faire et comment il faut faire, les gens qui ont été consultés, vous allez avoir Claire ou le professeur Gouraud, qui sont en fait ces gens-là. Après, je vous dis pas que le gouvernement fait ce qu'on leur a dit. Non. Typiquement, quand ça a été le RGPD a été négocié entre l'ensemble des États membres de l'Union européenne, à l'époque il y avait le Royaume-Uni, 28 États, il y avait des représentants français qui allaient négocier. Ils demandaient aux experts français, et j'étais dans ce groupe-là, quel est votre avis sur tel et tel point, on donnait notre avis, ou on peut faire aussi des auditions à l'Assemblée nationale, notamment sur l'identité numérique, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. C'est pour vous donner cet éclairage-là aussi qui est, je pense, un éclairage de ce que parfois les techniciens ne voient pas de ce qui se passe, en fait, des réglementations qui arrivent de nulle part. Et ben en fait, des fois, c'est ce consensus-là qu'on a essayé de constituer et qu'on a essayé d'expliquer aux gens. Constitue sur des années et des années de réflexion et de négociation. Ça se fait pas en 6 mois. Première news qu'on vous propose de travailler ensemble. Il y a eu une news qui nous est soumise par Sébastien. Il y a eu un bilan 2023 de data.gouv.fr. Ouais, tout à fait. Alors au départ, je voulais parler juste d'un sujet sur l'ouverture des données météo. Et il y a un article qui est sorti hier, plus global, sur l'open data en France en 2023 et puis sur les perspectives. Nous, on est des gros consommateurs d'open data, notamment sur les projets que je fais à la Maïf, sur tout ce qui est données liées au climat, sur les inondations, la sécheresse, etc. Et donc, du coup, je trouvais que c'était important de parler notamment de la qualité de l'open data en France. Il y a un rapport qui est sorti, l'Open Data Maturity Report, où en fait la France est première au niveau européen et deuxième au niveau international. C'est un rapport qui juge selon 4 axes, à la fois la politique autour de l'open data, j'ai pris mes petites notes pour pas dire de bêtises, tout ce qui est impact aussi en termes de réutilisation des données open, les portails qui peuvent être mis à disposition et aussi la qualité des données. Voilà, donc je trouve que c'était important de souligner ça. Et puis, oui, en fait, tout ça, c'est porté par aussi une directive européenne autour de l'open data qui, du coup, incite les États à mettre à disposition des données à forte valeur, donc qui vont avoir un bénéfice pour l'environnement, pour l'économie, pour la société au sens large. Et donc, c'est pour ça, je pense, que les données météo ont été mises à disposition pour que des gens puissent commencer à faire des choses autour du climat. Voilà. Alors, moi, ça me fait lever tout de suite une question. L'open data a bouffé petit à petit l'économie, l'état civil, beaucoup l'organisation de la ville, l'énergie, et en permanence se tient très loin de ça le ministère de la Santé. Est-ce que vous arrivez à travailler avec l'open data? Est-ce que vous arrivez à en ressortir, Pierre-Antoine? Je crois d'abord, depuis le serment d'Hippocrate, on dit admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés. Donc ça veut dire qu'au cœur de la pratique médicale, de la pratique du soin, eh bien il y a le respect de l'intimité des patients. Donc la question de la confidentialité dans le domaine de la santé, en fait, elle est centrale. Donc ça, c'est peut-être une explication pour imaginer ce que peut-être tu verrais comme une certaine frilosité à ouvrir les données.
Alors il existe des solutions, on en parlera peut-être. C'est vers ça que j'allais. Très bien. Donc ça, mais ça nous permet d'abord de souligner une distinction qu'on fait probablement pas assez. Et Claire en parlera certainement encore mieux que moi. Mais d'abord dans la santé, il y a des données de santé, en particulier les données du soin. Elles existent, elles sont créées, elles sont remboursées pour le patient lui-même. Elles sont pas créées pour faire de la recherche, pour créer, pour faire autre chose, y compris quand elles peuvent être utiles pour les assureurs, pour faire de la prévention ou pour plein de choses qu'on ne peut pas imaginer au moment où on enregistre les données. Donc ces données de santé, en particulier celles issues du soin, elles sont d'abord non intentionnellement faites pour faire autre chose. C'est des données issues du soin, elles sont pour le soin. Et c'est compliqué d'anticiper ce à quoi elles pourraient servir pour le bien public. Pourrait être aussi détourné. Et donc nous aujourd'hui, en fait, on s'est doté de règles pour organiser l'accès à ces données, compte tenu du risque de réidentification des patients et d'autres risques. Et puis ce qu'on appelle la réidentification, c'est quand on dit qu'on va anonymiser des données. Globalement, on vire la colonne nom-prénom du tableau. Non, pas que. Si elle est correctement faite, pas que. Oui, mais c'est l'anonymisation. Et ce qu'on appelle la réidentification, c'est quand on dit, en fait, c'est facile de réidentifier qui c'est. On peut le dire comme ça ou Excuse-moi, j'ai oui. mon voisin. et donc aujourd'hui, la réidentification, c'est un des risques les plus forts qu'on ait, c'est ça ? Déidentifier, ça veut dire enlever dans les données tout identifiant direct qui permette de remonter directement à l'individu. Quentin, Adam, ce sont des identifiants directs, ton nom, ton prénom. On peut ajouter à ça une date de naissance, un numéro de sécurité sociale, etc. etc. Donc, parfois, on croit qu'anonymiser, ça veut dire juste enlever ces trucs-là. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que un homme dans cette salle avec une magnifique cravate, une barbe et de magnifiques lunettes en écaille, il y en a qu'un seul. Vous l'avez déjà reconnu, c'est Quentin. Donc, ce croisement d'informations permet de te réidentifier. Il y a plein d'autres caractéristiques qui potentiellement t'auraient dit. Donc ça, bien, pour démontrer que, pour parler de données anonymes, il faut démontrer que, entre autres, on n'est pas capable de singulariser un individu. C'est une des 3 règles qui ont été énoncées dès 2014 par le G29 et aujourd'hui la CEPD pour nous aider à dire qu'est-ce que c'est qu'une donnée qui est vraiment anonyme. Et à cette condition, et à ces 3 conditions seulement, c'est une donnée pour laquelle le RGPD ne s'applique pas. Et nous, pour aller faire un saut directement, bien, on pense aujourd'hui, on discute avec ces autorités de régulation, on dire que peut-être on a été un peu naïf, on a été peut-être un peu vite avec ces technos, et qu'aujourd'hui circulent, pas simplement dans la santé, mais dans tous les domaines qui créent de la valeur avec les data, beaucoup trop de flux de données personnelles. Et qu'on a des moyens, notamment les données synthétiques anonymes, de travailler ce risque à la base. Et tu peux nous expliquer ce qu'est une donnée synthétique ? Donc, une donnée synthétique anonyme, c'est une simulation à haute fidélité d'un individu, de Sébastien, de Claire, de Quentin, qui est suffisamment éloigné de leurs vraies données pour garantir qu'on ne peut pas les réidentifier. Et il faut le mesurer, il faut donner des métriques, il faut leur rendre des comptes. Mais qui n'est pas suffisamment éloigné pour que l'information perde de la valeur. Et ça, aujourd'hui, on sait le produire, on sait l'automatiser. On l'a publié en open source au mois de mars dernier dans la revue Nature Digital Medicine. Et c'est l'objet notamment de la société Octopies, encore une société nantaise. Quel écosystème fertile qui développe cette société, qui développe ça dans la santé et puis au-delà de la santé, dans la mobilité, dans le transport. Et en fait, on voit que c'est également un cas d'application qui pourrait être intéressant, pas seulement pour la santé, parce que du coup, là, c'est un sujet santé, mais on pourrait l'utiliser dans le marketing. Claire, aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet qui est regardé juridiquement, cette idée de données synthétiques ? Juridiquement, c'est pas un sujet juridique, c'est une possibilité pour être conforme au RGPD, en réalité, les données synthétiques. Puisque t'as plus, comme l'expliquait Pierre-Antoine, t'as plus de données personnelles en tant que telles. À partir du moment où on peut plus du tout remonter à une personne, faire le lien avec la personne, le RGPD ne s'applique pas. Donc c'est assez intéressant, puisque à la fois il n'y a pas de risque pour la personne concernée, pour l'utilisateur, mais on peut quand même ou faire du business ou apporter des choses positives globalement au niveau sociétal avec ces données. Donc c'est une des possibilités, effectivement. Sachant que c'est très très compliqué de faire de l'anonymisation correcte. Si vous voulez anonymiser des données, en fait, vous allez recourir à plusieurs techniques d'anonymisation, vous allez devoir les choisir, et vous allez les anonymiser en fonction de l'objectif pour lesquels vous allez vouloir garder le dataset pour la suite.
Donc vous allez pouvoir anonymiser d'une façon pour utiliser le dataset pour une finalité, pour un objectif, et peut-être utiliser d'autres techniques d'anonymisation pour avoir un autre dataset anonymisé par la suite. Donc l'anonymisation, c'est quelque chose de très très compliqué qui évolue beaucoup avec les techniques de réidentification, bien évidemment. Donc c'est quelque chose en perpétuelle évolution. Mais ce que ça nous permet d'imaginer, c'est que peut-être dans un RGP2 qui n'est pas si loin que ça, eh bien, on se dira, vous utilisez un flux de données personnelles potentiellement identifiant ? Ok. Posez-vous la question de savoir si vous avez vraiment besoin de ce flux de données personnelles potentiellement identifiant. Avez-vous considéré des alternatives, notamment celles que nous évoquions ? Non, tu es obligé de considérer les alternatives. Puisqu'en fait, dans le RGPD, il y a une analyse d'impact à faire et tu dois réduire tes risques. C'est tes obligations juridiques. Donc vraiment, normalement, si c'est bien fait, en l'esprit théorie... L'esprit du RGPD nous plonge déjà dans ce sujet. Voilà, j'arrête là. Sébastien, si je te dis, tu as accès à de l'open source de data synthétique médicale, toi, dans un cas d'application, ça pourrait t'intéresser ou pas ? Alors... Oui, alors j'imagine que ça peut intéresser grandement les clients assureurs pour lesquels je travaille. Après, moi, du coup, je me pose la question, là, par exemple, on parle d'anonymisation. J'imagine que l'âge d'un patient, c'est une donnée hyper importante pour faire des statistiques ou de l'apprentissage derrière. Du coup, comment ça peut se passer, ça ? Parce que c'est une donnée c'est une donnée personnelle fondamentale, j'imagine, la date de naissance, par exemple. Donc, je sais pas comment. Ça va dépendre de la finalité de l'objectif, je te laisse répondre. Mais on sait aujourd'hui, en tout cas pour des données tabulaires, un grand tableur, c'est des sujets qu'on sait très bien régler. C'est plus compliqué pour des séries temporelles, des signaux dans le temps, c'est plus compliqué pour des images, c'est un peu plus compliqué pour du texte. Et pourtant, on peut s'inspirer de ces technologies pour, non pas sécuriser, mettre ceinture et bretelles parce qu'il y a un risque, mais en fait travailler les risques à la racine et faire en sorte que non, la donnée n'est plus identifiante, elle ne concerne plus le patient qui est à l'origine de cette donnée. Donc en fait, la loi, pardon pour les juristes, elle ne s'applique plus. C'est des données qui sont sorties du RGPD. Par contre, il faut en apporter la preuve, et effectivement, c'est un peu de boulot supplémentaire. Tout à fait. Aujourd'hui, on a tout cet enjeu autour de la data, et il y a d'autres sujets qui vont nous permettre d'en parler, mais la data, c'est aussi un sujet qui est souvent utilisé dans une notion de test. Et dans les différentes news qui ont été soumises, Sébastien, tu parles d'un sujet qui, en fait, n'est pas loin, c'est le rachat par Docker de Atomic Jar. Oui, alors c'est un petit sujet un peu technique qui fait peut-être la transition sur les sujets précédents, notamment sur les histoires de rachat. Sujet important. Alors, sans rentrer dans les techniques, moi je suis assez fan de test container, c'est un peu révolutionné la façon d'écrire nos tests, de faire des choses dans des conditions assez réelles. Donc test container, si tu l'expliques très rapidement pour des gens qui le n'utilisent pas au quotidien. Tout ce qu'on peut monter, en gros c'est d'utiliser dans nos tests tout ce qu'on peut monter dans un conteneur, donc des vraies bases de données par exemple. Voilà. Et donc du coup d'écrire des tests qui vont utiliser la vraie base et pas des choses un peu bizarres qu'on a pu faire à une époque, typiquement je sais pas, monter des tests unitaires sur des bases de données embarquées H2 alors qu'en fait la prod c'est sur Oracle, faire du DB unit ou des trucs comme ça. Ouais, c'est un signal, c'est l'astreinte. C'est l'astreinte. D'accord. Voilà, donc en fait je trouve ça assez cool finalement, c'est une forme de reconnaissance que Atomic Jar, donc la boîte derrière Test Container, a été rachetée par Docker. Après moi ça me laisse un peu sceptique et prudent sur 2-3 trucs, notamment 2-3 mauvaises expériences qu'on a eues autour de Docker Desktop par exemple qui est devenu payant, autour de la licence AK par exemple qui avait pu être changée. Donc a priori ils ont annoncé qu'ils allaient rien changer, que la licence de Test Container allait rester la même, etc., etc. Bon voilà, prudence quand il y a ce genre de rachat, ça peut avoir des conséquences un peu désastreuses parfois. Nous on est des très très gros utilisateurs de Test Container chez Clever, puisqu'on fait ça. Et c'est là où je dis que c'est pas loin de cette notion de data, c'est que en fait aujourd'hui quand nous on conçoit des softs, on a 3 niveaux, je dirais, de testing, si on regarde vu de très loin. On a ce qu'on va appeler les tests unitaires, tout le monde connaît ça, c'est ce qui permet d'écrire du morceau de code qui vérifie que globalement le code que tu as prévu allait faire son métier. On a le test d'intégration, ça c'est le moment où test container rentre, et en fait c'est le moment où tu es obligé d'injecter de la data. Et tu verrais le nombre de boîtes dans lesquelles là, juste ils prennent la database de prod en fork, et tu te retrouves avec toutes les données personnelles des gens directement sur le laptop des développeurs. Et on est parti, et c'est là où en fait pour moi il y a un problème de culture
et de réimplémentation du RGPD qui est extrêmement intéressant. Mais le test d'intégration qui est est-ce que je m'intègre avec les API, avec les etc. et ce truc-là. Et t'as le dernier point, et c'est là où on fait le point aussi avec le côté synthétisation, qui est la simulation. C'est les derniers softs chez nous de systèmes distribués chez Clever, ils sont simulés, ils sont pas testés, ils sont simulés. C'est-à-dire qu'on génère un cluster de 210 bécanes et on dit cette bécane-là, elle fait des erreurs de mémoire SSC, celle-ci, elle perd 30% de ses paquets, celle-ci, elle a des problèmes d'écriture sur son disque, et on voit comment le système se comporte. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est si tu vas jusqu'au bout de ta démarche de testing, tu as un problème de qualité de ton environnement de test, parce que c'est ce que les gens oublient souvent, mais un capteur, ça ne fait jamais que capter ce que c'est censé capter. Et c'est ce que Boeing oublie souvent. Hein. Tu ne captes que ce que tu testes. Et tu ne fais que jamais que capter quelque chose. Et des fois, ton capteur a faux parce que, par exemple, il y a de la glace dessus, parce que de l'eau plus du froid, ça fait de la glace. Oh mon Dieu. Mais ça, c'est quelque chose que je pense d'intéressant, qui est de se dire à quel moment on a cette capacité-là à comprendre la data qu'on rentre dans les jeux de test. Et je ne sais pas si Pierre-Antoine s'en souvient, mais quand on a fait Maker, tout le monde était très surpris parce qu'on avait automatisé complètement les tests du fameux poumon automatique, ce qui n'était pas une culture médicale. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est jusqu'à quel point cette notion de test et de data, en fait, elle n'est pas complètement... Elle a besoin de devenir trans-métier. Parce que là, on a 3 métiers extrêmement différents. Mais est-ce que, pour finir, ça a des sens pour vous, ce que je suis en train de raconter, ou pas du tout ? Culture des tests dans l'implémentation logicielle, culture de la validation, parce qu'en santé, on innove, mais en fait, on innove... le coût des erreurs peut être tel que on n'innove pas sans valider. Et puis, peut-être charge de la preuve côté juridique. Tout à fait. Si on continue les news, la prochaine grosse news, et qui est une news qui, je pense, est partie, qui passe très très loin au-dessus de la pièce, on va tenter. Si je dis le nom EIDAS, qui sait de quoi ça parle dans la salle ? Voilà. Nous avons une personne qui a levé la main. Eh bien, sachez que EIDAS, c'est un règlement européen qui sera normalement adopté en séance plénière du Parlement le mois prochain. Tout à fait. N'est-ce pas, Claire ? Et qu'est-ce que c'est que EIDAS ? Alors, c'est en fait IDAS 2, parce qu'on a déjà IDAS 1 en 2014. Donc, IDAS, c'est au niveau de l'Union européenne, des 27 États membres, la mise en place de l'identification électronique transfrontalière. Donc, l'Union européenne intervient, et non pas la France, parce qu'on a besoin, dans certains cas, d'identifier des personnes au-delà, si on est français, des frontières françaises. Donc, si vous êtes un travailleur français et que vous allez en Italie, vous allez devoir, par exemple, faire suivre vos données pour la retraite, pour votre assurance maladie. Et donc, on est en train de mettre en place un système d'identification électronique avec d'autres services, on en parlera tout à l'heure, qui va vous permettre électroniquement de faire la gestion de vos paperasses administratives entre l'Italie et la France. Donc ça, c'est un projet de règlement qui s'appelle Identité numérique, qui normalement est adopté donc au Parlement européen en séance plénière en février, qui modifie un règlement qui existe déjà depuis 2014. Vous connaissez France Connect ? Eh bien, France Connect, c'est le règlement IDAS 1, tout simplement. On me dit comme ça, c'est plus simple. Donc, le règlement IDAS 1 de 2014, c'est pour les États membres la possibilité, pas l'obligation, c'est toute la différence, la possibilité de mettre en place des schémas d'identification électronique, comme France Connect, et s'ils le souhaitent, aucune obligation là, de les notifier à la Commission européenne en disant c'est conforme aux spécifications techniques, et parce que c'est conforme aux spécifications techniques, les autres États membres sont tenus d'accepter que je prouve mon identité via ce moyen. Donc je suis français, j'utilise France Connect, je suis belge, j'utilise It's Me. Donc France Connect, c'est l'État français qui le fournit. It's Me, c'est un consortium de banques et de telco. Donc IDAS, c'est de l'identification électronique qui est fournie sous contrôle d'un État, mais ça peut être aussi fourni par une entreprise privée. Ah, et donc là, on rentre dans un sujet où ça peut devenir une délégation de service privé. Alors, IDAS 2 va plus loin, parce qu'IDAS 1 n'a pas bien marché. On a France Identité, mais
Dans d'autres pays, ça marche moins bien. Et puis nous, on n'est pas très en avance. Mais tant mieux, parce qu'on fait peut-être moins de bêtises que d'autres. C'est ce que je pense franchement. Et donc, IDAS 2, c'est de dire qu'on va aller plus loin. Et donc, le cœur même de la proposition d'IDAS 2, c'est ce qu'on appelle le portefeuille européen d'identité numérique. Donc, grosso modo, vous allez aller en mairie. Donc, chez nous, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe en ce moment. Vous allez avec ça en mairie, votre passeport ou votre carte d'identité avec la puce et les données. Et on enrôle, on télécharge l'application, on va dire France Identité 2, et on a notre carte d'identité, notre passeport, on pourra avoir notre permis de conduire là-dedans. Et ça fait encore autre chose, mais on va en expliquer encore tout à l'heure, on va pas tout mélanger. Mais du coup, on peut stocker de la data dedans. On Oui. pourrait imaginer Oui. stocker de la data dedans. Est-ce que cette architecture, où tu as un endroit qui est censé être sécurisé, et tu stockes de la data dedans, ça te rappelle quelque chose, Pierre-Antoine? Alors moi j'ai une formule, hein, c'est aussi centralisé que possible, parce que c'est efficace, mais aussi décentralisé que nécessaire. Parce qu'il faut souvent être au plus proche de l'utilisateur. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens de quoi on est en train de parler en santé? En fait, il y a toujours la question de la centralisation qui se pose. Elle se pose à l'échelle d'un établissement comme le CHU de Nantes, hein, plus gros employeur de la région Pays de la Loire, 13 000 salariés, 2,1 millions de patients, 62 millions de données textuelles, 543 millions de données structurées. En fait, à l'échelle de l'établissement, qui assume la responsabilité juridique sur nos données de soins, je suis un service qui centralise. Y a pas de, c'est le choix qui est fait par la communauté qui produit ces données. On a à l'échelle du Grand Ouest, réunissant les deux magnifiques régions que sont la Bretagne et les Pays de la Loire, un réseau d'entrepôts de données de santé qui concerne quasiment 13 millions de citoyens. C'est pas tout à fait une centralisation, c'est un réseau et on coordonne, donc on met pas tous nos œufs dans le même panier. On coordonne nos activités et pour un projet donné, pour une finalité, il nous arrive de partager des informations et parfois des informations potentiellement réidentifiantes. Donc la question se pose de la même manière à l'échelle nationale. Ça s'appelle la plateforme des données de santé, plus connue sous le nom anglo-saxon de Health Data Hub, mais c'est aussi en fait une ambition européenne. Et donc toute la question est de savoir si on doit centraliser du point de vue technique, est-ce qu'on doit coordonner les activités des différents établissements pour peut-être mieux catalyser leur activité. Et donc cette tension-là, c'est déjà pas mal de la sentir et de voir qu'on n'est pas obligé de centraliser pour être efficace. Juste pour prendre un peu de recul, on a parlé de la directive de 2019 tout à l'heure et son implémentation dans chaque État membre sur les données qui sont mises en open data. Cette directive, il y en avait encore une autre avant. Donc on voit que l'Union européenne élargit l'ouverture des données avec cette directive de 2019 et avec les Open Data Spaces, dont le Health Open Data Spaces, mais pas que. Il y a d'autres Open Data Spaces, notamment en matière de finance, en matière de tourisme, etc. Donc, il y a 9 Open Data Spaces qui sont en train d'être mises en place en ce moment. Et on voit que donc l'idée générale de l'Union européenne, c'est l'ouverture de la donnée pour faire de l'innovation et de la croissance. Et donc, elle met en place un certain nombre d'outils, dont ce portefeuille européen d'identité numérique, qui ne fera pas que d'identité. En fait, on pourra... Alors, quand je parle d'identité, attention, identité des personnes physiques, vous, moi, mais aussi identité des entreprises, première chose. Et on fera de la signature électronique qualifiée, c'est-à-dire avec un niveau de sécurité tel que fixé au niveau de l'Union européenne. On pourra, à terme, c'est pas prévu pour l'instant, mais très faisable, du paiement. Et surtout, à cette base IDAS, cette base de portefeuille, on a des services dits de confiance. Je précise, dit de confiance, c'est marqué de confiance, mais moi je dis dit de confiance, de la signature électronique, de l'horodatage, l'authentification de sites web, et ce qui arrive avec IDAS 2, vous êtes prêts? De l'archivage électronique via le portefeuille, donc nos petites données de santé notamment, des registres de type blockchain, donc là on voit ce que ça peut donner, et attention des attestations électroniques d'attributs. Donc toutes mes données de santé, toutes mes données qui sont sur mes assurances, mes données EDF, je les centralise dans mon wallet, dans mon portefeuille, pour, sous mon consentement, c'est une approche centrée utilisateur en tout cas vendue comme ça, pouvoir les redistribuer et ainsi créer une libre circulation de la donnée au niveau européen. Mais on rappelle, ça peut être opéré par des boîtes privées. Oui. À partir du moment où c'est une boîte où c'est un État membre de l'Union européenne, on est
obligés d'accepter, y compris des gens Oui. qui feraient des golden Oui. passports comme les Chypriotes ou les Maltais. Et rien n'oblige à ce que la boîte à qui tu sous-traites soit européenne. Dans la dernière version, je crois qu'il me semble que ça a disparu, effectivement. Il en était question, mais ça ne figure pas dans la dernière version. Donc, effectivement, Vous voyez où est-ce qu'est le danger? Oui. Pas du tout. Donc, chaque État membre choisit d'émettre un ou plusieurs wallets. Le délai, c'est important le délai. Si le règlement est adopté en février, la Commission européenne a 6 mois maximum pour adopter les actes d'exécution. Et les États membres, ensuite, ont 2 ans pour sortir minimum un wallet. Donc, dans 2 ans et demi, ils arrivent. Chaque État choisit qui va fournir le wallet, ou un ministère, donc quelque chose de public, ou quelque chose de privé en sous-traitance. Et principe de reconnaissance mutuelle, chaque État est obligé d'accepter les portefeuilles des autres. C'est un principe de base du droit de l'Union européenne. On ne peut pas y déroger. Je peux dire un truc. Non, je trouve la promesse hyper forte avec tout ce que tu as listé là. Moi, je suis un peu plus sceptique sur la réalisation. Enfin, il y a plein de trucs qui me font peur. Alors, quand je vois ce qu'on a été capable de faire à l'échelle nationale sur un projet comme Louvois, logiciel de paye des armées, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet échec industriel total. J'espère voilà, qu'au niveau européen, ce ne sera pas un Louvois x27. Parce que ça me semble quand même être très très complexe à mettre en œuvre, d'aligner 27 pays membres autour de tous les sujets que tu as cités. Sachant qu'il y a une implémentation. En 2 ans, bon. Non, sachant qu'en fait, la Commission a mis la charrue devant les bœufs, si je puis m'exprimer ainsi, et n'a pas attendu le processus démocratique final, en fait, le résultat du processus démocratique final. Le règlement, son contenu définitif, c'est février, enfin, on va dire mars. Sauf qu'elle a financé pour 38 millions d'euros des large-scale pilots et les briques de base du wallet depuis 1 an. D'accord. Donc on a des projets européens, donc on fait partie d'un des projets, l'Institut Mines Télécom. C'est le plus gros projet, il s'appelle Potential. C'est 19 États membres plus l'Ukraine sur 6 use cases, dont la prescription électronique notamment. Il y a d'autres projets où c'est le voyage européen avec vos clés d'hôtel dans votre wallet, etc. Que des joyeusetés. À sécuriser, bien entendu. Oui, sécurité, gros enjeu. Oui. Donc, comme vous le voyez, on a donc dans la dernière version, on a bien fait disparaître la notion qu'il fallait être européen pour héberger les données des Européens. Alors, en fait, ce que le Parlement européen avait envisagé, c'est que les données pour être les données qui transitaient par le portefeuille européen d'identité numérique pour être hébergées dans le cloud devaient avoir le consentement de l'utilisateur. Consentement au sens juridique du terme. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à écrire à votre député européen si vous avez l'impression qu'il y a une tentative de nos amis GAFAM de mettre la main définitive sur votre identité. C'est peut-être ça qui est en train de se produire. Hein. C'est peut-être ça. N'hésitez pas à le dire très fort à votre député européen qui, a priori, va valider ça parce que son groupe lui dit de valider et ne comprendre que dalle à ce règlement parce qu'il est très compliqué et que tout le monde s'en fout. Donc voilà, si jamais vous avez l'impression qu'on vous a dit faites attention, il y a un loup là, c'est peut-être pour une bonne raison. Et si vous avez eu l'impression que on avait des spécialistes de la donnée assurantielle, médicale et globale sur scène ce soir, c'est parce qu'en fait c'était ça. Est-ce qu'il y a des questions sur Twitch? Une question qui nous a été posée déjà, est-ce qu'on peut juste vulgariser ce que c'est qu'un share? On a dit que voilà, création d'un share. En fait, c'est un programme de recherche qui va venir financer nos recherches des doctorants, des post-doctorants. Et la chaire, c'est parce que c'est soumis à du mécénat, ce sont des mécènes, donc ce sont des entreprises qui vont participer à ce programme de recherche. Alors nous, on les intègre beaucoup dans notre chaire parce qu'ils nous inspirent beaucoup, ils nous donnent des cas pratiques. Donc on peut avoir l'imprimerie nationale, c'est eux qui nous fabriquent nos cartes d'identité, nos passeports. On peut avoir Orange, on a eu LVMH, BNP Paribas, Dassault Systèmes et la CNIL, présente depuis 2013, toujours fidèle, qui travaille beaucoup avec nous sur les identités numériques. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, une question ici, de la jeune fille en gris. Jeune fille? Oui, moi j'aimerais que vous développiez la réutilisation des données des patients par les assurances à but de prévention. Donc, quelles données, quelle prévention, pourquoi? Ouais, alors,
Je suis pas sûr qu'il faut vraiment répondre à cette question. Je dirais des bêtises. J'imagine que ça les intéresse. Après, moi, je suis vraiment sur la partie tech, innovation. Je ne travaille pas sur des sujets autour des données de santé pour l'instant. Après, voilà, je peux pas dire grand-chose de plus là-dessus, malheureusement. Mais Pierre-Antoine, est-ce que toi, des fois, tu parles avec des assureurs? Alors, je parle avec beaucoup d'assureurs et je crois que on est à l'aube peut-être d'un retournement. C'est-à-dire que aujourd'hui, votre assureur, quel qu'il soit, la Maïf, Allianz, AXA, GMF, Groupama, ce que vous voulez, en fait, ils ont effectivement beaucoup de données qui vous concernent directement. Aujourd'hui, ils n'en font rien ou pas grand-chose, ou en tout cas, ils ne le font pas parce que légalement, le spectre qui plane, c'est l'utilisation de ces données pour adapter la prime d'assurance. C'est-à-dire, ceux qui ont plus de risques d'être malades vont payer plus, et ceux qui ont moins de risques d'être malades vont payer moins. Moi, je crois que assez rapidement, et plus rapidement que ces assureurs ne le croient, en fait, ce sont les assurés, et par exemple les assurés mutualistes, qui vont dire « Mais attendez, vous avez toutes ces données qui me concernent, pourquoi est-ce que vous les utilisez pas pour mon propre bien ? Pourquoi est-ce que vous me renvoyez pas à l'ascenseur, finalement, pour m'aider peut-être à mieux prendre en charge ma propre santé, mieux anticiper les risques. » Et ça ne concerne, c'est une utilisation personnelle qui ne concerne que vous, personne d'autre. Et c'est là où on doit retrouver cette distinction entre des données personnelles qui sont utilisées à des fins personnelles, y compris pour appliquer un modèle d'intelligence artificielle, et puis des données issues de données personnelles. Alors évidemment, moi je vais dire sous forme de données synthétiques, anonymes, des avatars, qui vont nous permettre de créer de la connaissance et de pouvoir les appliquer de manière personnelle. Donc ça peut être de la prévention, des analyses sur les styles de vie, des choses en particulier des choses que l'on peut modifier par nos comportements, nos habitudes alimentaires, nos habitudes sportives. C'est vrai qu'on pense tous qu'il faut boire un petit peu moins, en particulier au mois de janvier, qu'il faudrait peut-être faire plus de sport, etc., etc. Voilà, faut trouver des équilibres, faut faire de la recherche avec des chairs, parce qu'il s'agit pas non plus de culpabiliser les patients. C'est pas non plus l'idée. Donc voilà. Pour autant, on est tous d'accord qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mais quand il faut prendre des mesures de prévention, c'est plus compliqué. Et donc ça s'étudie. Et je pense que notre futur, c'est de mettre de la data au centre de nos décisions. Alors, à cet égard, 2 évolutions réglementaires toujours au niveau de l'Union européenne. Le premier, on l'appelle le Data Governance Act. C'est le règlement sur la gouvernance des données. Et notamment, dedans, on crée un nouveau métier qui est des tiers de confiance pour appliquer un concept qu'on appelle le data altruisme. Donc, je souhaite effectivement récupérer mes données de santé et les mettre à disposition, par exemple, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de cancers, et je veux les mettre à disposition pour cet objectif-là et que celui-là, le cancer. Et donc, l'intermédiaire, le tiers de confiance, il me garantit que mes données de santé ne vont servir qu'à cet objectif-là, cet objectif d'intérêt général. Vous imaginez bien qu'il faut quand même un système technique pour pouvoir faire ça. Ça pourrait être le portefeuille européen d'identité numérique. Deuxième évolution, et là, je poursuis ce que j'ai dit tout à l'heure, le FIDA Act, proposition de règlement de nouveau de la Commission européenne de juin 2023, c'est la libéralisation des données d'assurance et de mutuelle. Je peux vous dire qu'ils sont fous, les banquiers et les mutualistes. Donc la Commission européenne a fait une liste longue comme le bras de l'ensemble des données qu'elle souhaite libéraliser. Et un des arguments principaux, c'est dans l'intérêt du consommateur européen, là je parle bien de consommateur, je ne parle pas d'utilisateur, de citoyen, de récupérer ces données de santé, notamment pour les envoyer à d'autres assureurs et avoir des devis et des primes d'assurance qui vont baisser grâce aux données que je vais leur transmettre. Et ça pourrait aussi passer par le portefeuille européen d'identité numérique. Donc on voit bien que tout ça est en train de se mettre en place à l'échelle de l'Union européenne, voire internationale, puisque juridiquement parlant, on va avoir des accords de reconnaissance mutuelle et des accords avec les États-Unis et d'autres pays qui vont venir s'interfacer sur le portefeuille européen d'identité numérique pour pouvoir collecter aussi mes données si je veux les transmettre à un acteur non européen. Ce n'est finalement qu'une traduction dans le monde assurantiel de la portabilité des données d'un patient qui va d'un médecin à un autre, d'un établissement de santé à un autre.
Là, rien de particulièrement compliqué. Peut-être une petite nuance, ou en tout cas une dimension qui nous permet de nous prémunir d'un risque, qui est celui de considérer les données un peu comme un objet matériel, de patrimonialiser, le mot n'est pas très joli, les données comme si c'était un bien matériel qu'on possédait, notre voiture, notre téléphone, un crayon, que sais-je. En fait, et croyez-en l'enseignant-chercheur que je suis aussi, évidemment, on fait des analogies pour essayer de mieux comprendre, de mieux expliquer, en particulier les étudiants. Mais cette analogie patrimoniale qui consiste à dire que les données c'est de l'or, elle est pas bonne. C'est une impasse. Quand vous pensez données, il faut peut-être mieux penser à un bien culturel. Pensez à une partition de musique. Une partition de musique, ça s'interprète. Parfois, il faut être plusieurs pour l'interpréter. Dans le cas des données de soins, finalement, vous pénétrez l'intimité des patients autant que vous pénétrez l'intimité de la pratique professionnelle. Ça relève du secret professionnel, des pratiques des médecins. Donc, dans les analogies, ce qui est le plus intéressant, c'est souvent leurs limites, mais peut-être que de considérer les données de santé comme un bien culturel, c'est peut-être une manière de mieux comprendre la complexité des défis qui nous attendent autour de ces données. Alors moi, j'ai une autre analogie qui va te plaire ou pas. C'est que je dis à mes élèves, effectivement, première version, première théorie. C'est des juristes. Hein. Vos données sont des biens et donc vous souhaitez les vendre pour faire de l'argent avec. Est-ce que vous êtes prêts? Si vos données, c'est une émanation de la personne, eh bien, votre rein aussi, c'est une émanation de la personne. Est-ce que vous êtes prêt à vendre votre rein? Et donc, c'est la deuxième théorie, c'est non. On doit protéger la personne contre elle-même. Le droit doit protéger la personne contre elle-même. On veut bien que vous donniez votre rein dans des circonstances très particulières, voilà, mais pas le vendre. Et vos données, c'est la même chose. Ne pas vendre. On vous protège et on vous interdit quelque part de vendre vos données parce que c'est une émanation de votre personne et on protège la personne et la société dans son intégralité. J'espère que ce débat sur la data et ce multiculturalisme en fait autour des prises de position dans le message à caractère informatique vous a plu. Ce qu'on a toujours essayé de faire chez Clever, c'est pas juste d'être une boîte qui vous vend des serveurs. On est une boîte qui a été structurée pour dire il y a un impact culturel du logiciel et l'impact culturel du logiciel, il traverse les couches de la société et je pense que beaucoup de développeurs aujourd'hui on descend sur eux, on leur dit fais ça. Et en fait, ce que je veux, c'est que on puisse comprendre les impacts économiques, culturels, juridiques, philosophiques de ce qu'on fait. On a la chance d'avoir un métier où en fait on peut tous choisir notre job, parce que il y a pas assez de développeurs, donc c'est peinard. Et donc, on peut faire un truc qui est extraordinaire, c'est changer le monde. Et pour ça, je pense qu'on a la possibilité, en tant que développeur, d'aller plus loin et de grandir. Et c'est pour ça que je vous laisse revenir vers moi en commentaire. Faut-il réinviter des juristes? Faut-il réinviter des spécialistes en data médicale? Faut-il réinviter des assureurs? Faut-il réinviter des gens différents dans Massy avec pour objectif d'essayer de comprendre avant tout les métiers qu'on autonomise? Messieurs, dames, puis-je une nouvelle fois vous remercier de votre présence ici. Merci à toi. Merci Quentin.